Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation professionnelle ou personnelle et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin, la conversation. Je vous propose avec ce format de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Charlotte Savreux. Charlotte est journaliste, elle a présenté plusieurs émissions de télévision sur le bien-être notamment, et elle est également l'autrice du livre « L'année du déclic et si c'était la vôtre », dans lequel elle partage son parcours ainsi que celui de nombreuses personnalités aux trajectoires de vie variées. Ces personnes ont toutes pour point commun d'avoir eu un jour un déclic dans leur vie pour donner une nouvelle forme à leur parcours. Charlotte et moi partageons le goût de la curiosité et des parcours de vie à rebondissement. Il y a quelques mois, j'ai lu son livre, découvert son parcours, découvert avec joie que sa démarche et son histoire comprenaient de nombreuses similitudes avec les miennes, et j'ai eu envie de converser avec elle pour mieux la connaître et pour échanger sur un sujet qui, je le pressentais, lui tenait à cœur, le choix bien sûr. Charlotte a accepté mon invitation avec chaleur et simplicité et nous avons enregistré notre conversation quelques jours après le début du déconfinement et après donc les 2 mois de confinement. Charlotte, à proximité du lac d'Annecy, et moi, à Angers, avons partagé une conversation au cours de laquelle nous avons parlé, entre autres, de trajectoire de vie, de déclic, de ces moments où l'envie devient plus forte que la peur, de levier, de tremplin et de choix. Nous avons parlé de l'importance d'être bien dans son histoire, d'évolution de vie et de changement de saison, de liberté, de sécurité et de prison dorée, du choix de rebattre les cartes de nos vies, de courage, d'audace, de confiance, du passage de l'intention à l'action, de la différence entre un bon choix et un choix juste, de ce premier projet qu'on porte pour soi, ou encore de ce cadeau inattendu que lui a réservé l'aventure de son livre. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute! Charlotte, bonjour. Bonjour Oriane, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi pour parler de ce fameux sujet du choix qui, je crois, est un sujet qui vous tient à cœur. On partage toutes les deux au moins un point commun, c'est celui de mettre en avant des parcours de vie qui nous démontrent que tout est possible et qui ne se sont construits ni dans l'évidence ni dans la linéarité, mais qui se sont construits malgré tout dans le sens. Et votre parcours à vous n'est pas non plus linéaire, puisque vous êtes juriste de formation et vous exercez le métier de journaliste, métier qui a pris des formes très variées au fil des années. Donc, je suis curieuse de savoir comment s'est construit votre parcours, justement, et quelle place tient le choix dans la construction de votre parcours. Alors, c'est difficile de dire qu'on construit un parcours parce que finalement, on a au démarrage une intention. Puis après, c'est la vie aussi qui fait
certaine manière son ouvrage, c'est-à-dire que je n'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai fait le premier pas, comme je dis, c'est la notion de déclic. J'ai moi-même engagé un premier pas vers ce à quoi je crois, et ensuite c'est aussi les circonstances qui ont accompagné mon mouvement. Mais je considère qu'on est toujours le premier instigateur de sa mise en action. Donc évidemment, j'ai un parcours au démarrage de juriste, ensuite de journaliste. J'ai écrit aussi ce livre qui a à la fois une dimension personnelle, mais aussi sociétale, parce que je pense que l'époque dans laquelle on est nous demande aujourd'hui plus que jamais d'apprendre à rebattre les cartes de notre vie d'une certaine manière. Donc évidemment, ça justifie d'engager des choix, de prendre des décisions, parce que la vie serait tellement plus simple sur une autoroute linéaire, sauf que souvent une autoroute linéaire, elle est aussi ennuyeuse. Elle est pratique, elle est efficace, mais elle peut paraître ennuyeuse. Donc la vie va aussi à un moment nous proposer des ronds-points, et c'est en arrivant à ces ronds-points que la vie va nous solliciter pour finalement engager des choix, se positionner, et faire un choix, c'est finalement s'engager. Ça nous demande évidemment beaucoup de courage. Et aujourd'hui, peut-être que le courage, c'est une valeur qui manque aussi à notre époque. Le courage, ça implique de l'audace, ça implique une conviction, ça implique une forme de confiance. Évidemment que la société et l'époque dans laquelle on est, et même l'actualité, voilà, on est en pleine crise sanitaire, peut-être peut nous faire perdre la notion de courage, et pourtant, elle est au cœur de notre parcours, parce que c'est le courage, c'est puissant, c'est une énergie puissante qui nous permet à un moment, finalement, de passer de l'intention à l'action, de porter un projet auquel on croit depuis toujours et auquel on n'a pas encore réussi, finalement, à accéder, ou en tout cas à se l'autoriser d'une certaine manière. Justement, il y a une phrase que vous écrivez dans votre livre, donc à l'année du déclic, et si c'était la vôtre. Et cette phrase dit « On ne change pas de vie, mais on la continue ». Et moi, je suis très sensible justement à ces notions de capitalisation et de transférabilité finalement de nos expériences, de nos savoirs, de nos savoir-faire, de nos savoir-être également au cours de notre vie, et que finalement, on ne change pas de vie, mais par contre, notre vie peut changer de forme à travers un métier, à travers une expérience. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait consciemment, justement, de ce que vous disiez, rebattre des cartes régulièrement pour donner à votre vie de nouvelles formes, ou est-ce que c'est finalement un choix que vous avez analysé un peu rétrospectivement, comme le dit Steve Jobs, en regardant finalement derrière vous et en connectant les points de votre vie entre eux et en retrouvant ainsi un fil rouge? Exactement, c'est-à-dire que moi je trouve que la notion de changement, ça effraie toujours. Le mot changement, on a le sentiment que ça rend caduque finalement tout ce qu'on a pu vivre. Moi je suis plus dans un processus d'évolution, c'est-à-dire je dis souvent, comme il y a des saisons dans la nature, il y a des saisons dans la vie. On n'est pas la même personne à 45 ans qu'on l'est finalement à 24 ans. On a acquis des expériences, on a voulu forger finalement aussi sa personnalité. Il y a un moment finalement, il y a une cohérence dans tout ce qui s'engage, et comme vous le disiez très bien, Oriane, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais le capital de nos expériences passées. Elles s'additionnent les unes aux autres. Rien n'est soustrait finalement. Tout vient s'additionner. Et moi-même, je vois au cœur de mon parcours finalement, j'ai fait plein de choses très différentes parce que ça correspond aussi à ma personnalité. Mais je vois qu'il y a toujours finalement un fil rouge au fil de ce tissage. C'est-à-dire que moi, je suis toujours dans la notion de permettre à chacun d'être plutôt acteur que spectateur de sa vie. Voilà. Donc, c'est vrai que je fais partie plutôt des journalistes engagés, des journalistes qui permettent finalement de donner des clés aux autres pour pouvoir les actionner au cœur de leur parcours et de leur existence. C'est ce que je dis souvent, on a tous appris finalement à compter, à écrire à l'école, mais on n'a pas appris à vivre. Et c'est tout le parcours de notre vie, c'est finalement justement de passer par des expériences et de cette vie à la fois en être digne, sans être dupe, c'est-à-dire en être digne, c'est mettre toute son énergie au service de sa trajectoire de vie, même si parfois il faut rebattre des cartes, même si parfois on a peur, et c'est normal. Et ne pas être dupe, c'est finalement, voilà, cette vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des facilités, des fébrilités, et que ça fait partie finalement de l'aventure. C'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire ce livre, c'est de rappeler que la vie est une aventure avec un grand A. Voilà, et elle
l'est pour tous, sans exception. Il y a ces apprentissages que l'on fait. Puis, lorsqu'on ne veut pas, comme vous le disiez à juste titre, évoluer parce qu'on a des peurs, eh bien, c'est la vie qui va venir aussi nous bousculer. Et là, en général, c'est ce que j'appelle plutôt le déclic passif. C'est que, voilà, j'appelle ça plutôt des secousses sismiques. La vie va venir nous bousculer parce qu'elle considère que nous méritons mieux et plus, déjà pour notre trajectoire personnelle, mais également au service aussi de la société, de l'époque dans laquelle on est. Donc évidemment, quand c'est la vie qui nous bouscule, on a le sentiment de subir ce changement de cap, alors que finalement la vie nous offre la chance et le courage qu'on n'a pas su prendre pour nous-mêmes. Et on s'aperçoit que finalement on est toujours en résistance face à ce changement qu'on n'a pas choisi de manière active. Et c'est souvent justement ce qui nous met en résistance, nous met en souffrance, alors qu'on devrait apprendre à pagayer dans le courant de la vie en disant bon bah voilà. Alors, c'est les grains de sable qui viennent enrayer la mécanique. Hein. Ça peut être finalement un licenciement, ça peut être un moment un accident de la vie, un accident domestique, une séparation qui vient bousculer les fondations. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire de cette situation? J'aime beaucoup cette phrase d'Éric Emmanuel Schmitt qui dit qu'un homme est fait de choix et de circonstances. Voilà, des circonstances extérieures. On n'a aucun pouvoir sur les circonstances extérieures. En revanche, on a toujours le pouvoir sur les choix. Comment on accueille une situation? L'issue d'une situation délicate dépend à 90% du regard qu'on porte sur elle. Donc, autant pagayer dans le sens du courant de la vie et se dire qu'est-ce que je peux finalement saisir d'opportunités au cœur de cette crise, puisque crisis, c'est l'opportunité, pour justement rebondir plus fort, plus déterminé pour aller plus haut et plus loin. Mais il y a en effet, quand il y a cette secousse sismique, il y a ce petit moment de deuil à faire parce que l'ego est en résistance, parce qu'on n'accepte pas que les choses se passent autrement que telles qu'on les avait imaginées. Voilà, il y a ce que l'on imagine pour notre trajectoire, puis il y a aussi la vie qui vient faire son ouvrage. Et là, l'ego est en résistance en disant mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé rester dans cette entreprise encore 10 ans, j'avais imaginé rester avec cette femme, avec cet homme toute ma vie. Et les choses se passent autrement. Mais si elles se passent autrement, c'est qu'il y a aussi très certainement une raison. Et avec le recul de l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a toujours une bonne raison et qu'il y a toujours un cadeau derrière l'épreuve. Mais au démarrage, il faut en effet passer par ce petit tunnel étroit qui nous est inconfortable, certes, mais qui va aussi nous ouvrir l'horizon. On n'a pas encore la perspective, mais évidemment, c'est pour toujours mieux. Et plus vite on fait le deuil, plus vite, finalement, le cadeau arrive rapidement derrière l'épreuve. Et vous décriviez justement cette intention que vous posez à travers les différents projets que vous menez, quelle que soit leur forme, d'inviter chacun à être acteur ou actrice de sa vie par opposition à cette posture de spectateur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans votre livre, quand vous parlez un petit peu de votre parcours, vous vous décrivez comme une petite fille timide, contemplative, dans l'observation, dans l'écoute beaucoup. Est-ce que vous avez souvenir justement d'un choix ou d'un moment de votre vie qui a créé cette bascule en fait entre je suis spectatrice à je prends les rênes et désormais j'active mon pouvoir créateur, mon pouvoir d'activer le champ des possibles? Eh bien d'ailleurs, je crois qu'à un moment, j'en parle dans l'introduction du livre et parmi toutes ces personnalités que j'ai rencontrées, il y a en effet on retrouve beaucoup d'anciens timides en radio et en télévision. Et j'ai voulu aussi évoquer mon parcours pour montrer à quel point tout est possible au-delà de ce qui est inscrit au démarrage. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on est, puis il y a ce que l'on décide de devenir. Voilà. Et c'est vrai que moi, la bascule s'est faite finalement parce que j'ai un professeur de français qui m'a finalement donné les ailes à un moment de la confiance qu'il me manquait très certainement. Et là, j'ai pris finalement une forme d'émancipation et je me suis aperçue que j'étais capable, toute seule, par moi-même. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris finalement d'une certaine manière, même si le chemin est toujours très long, mais où j'ai pris une part de mon émancipation pour aller finalement, pour m'autoriser à accéder à des choses auxquelles je ne m'autorisais pas du fait de cette timidité qui était peut-être, ou de cette sensibilité qui était trop forte. Et c'est ce que je dis en fin de compte dans la vie, tout est une affaire d'équation. C'est-à-dire que pendant des années, on a des peurs, puis il y a un moment où l'envie devient plus forte que la peur. Et c'est à ce moment-là où tout devient possible. Et il peut y avoir cette bascule
pour tous, sans exception, la vie nous propose des rencontres, des synchronicités qui vont nous accompagner dans ce chemin d'émancipation, dans ce chemin d'élévation d'une certaine manière. C'est ce que je dis souvent, c'est le triptyque, hein, quand on est bousculé par la vie, c'est que la vie vient aussi à un moment nous réveiller pour nous révéler à nous-mêmes et pour nous permettre de nous élever d'une certaine manière. Et c'est pour ça que tout dépend évidemment, tout part de nous comme une évidence, mais parfois, il y a des circonstances extérieures qui sont aussi des tremplins pour nous. Et comme dit Coluche, à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Donc c'est pour ça que dans ces circonstances extérieures, il nous appartient d'aller saisir ces petites pépites qui viennent à un moment, allez, nous permettent de nous sentir plus en confiance envers nous-mêmes, envers l'autre, puis envers la vie, et de se dire que voilà, il y a ces moments de grâce exceptionnels, qu'il y a un moment où on perd confiance en nous, viennent nous transcender, et c'est à ce moment-là où il faut remercier la vie, et remercier la vie, c'est finalement faire ce pas qui nous permet d'aller vers cette élévation personnelle, pour finalement être plus heureux. Alors quand je dis élévation personnelle, j'aime bien l'idée, je suis pas une grande adepte du bonheur à tout prix qu'on essaye de nous vendre et qui rend beaucoup de gens malheureux. Moi, je suis plutôt dans l'idée d'être bien dans son histoire. Être bien dans son histoire, c'est être bien dans l'histoire qui nous ressemble. Qu'on soit agriculteur dans le Larzac ou grand PDG d'une boîte aux États-Unis au 440, que sais-je. C'est juste être bien dans notre histoire, celle qui nous ressemble au moment auquel on est de notre vie finalement. Justement, dans votre livre L'année du déclic et si c'était la vôtre, je fais un parallèle avec ce merveilleux récit que vous nous offrez de cette rencontre qui a changé beaucoup de choses pour vous à travers ce professeur de français. Ce professeur, il vous a inspiré, il vous a aussi quelque part autorisé à travers la confiance qu'il avait en vous, qui était peut-être plus importante que celle que vous aviez en vous-même. Il vous a montré que d'autres voies étaient possibles, d'autres manières d'être au monde, d'autres manières de faire étaient possibles. Et c'est ce que je trouve très puissant et qu'on partage dans cet esprit de donner à voir d'autres parcours pour montrer qu'il y a différentes manières d'aborder la vie, de se positionner et même d'évoluer au fur et à mesure d'un parcours. Donc, je sens vraiment que cette notion d'inspiration, non pas forcément d'exemplarité, mais finalement de donner à voir des choses possibles pour voir ce qui va venir peut-être nous parler au moment où nous en sommes dans notre vie est quelque chose de précieux pour vous. Donc, je suis curieuse de savoir avec quelle intention vous avez démarré l'écriture de votre livre, donc l'année du déclic et si c'était la vôtre, et pourquoi cette forme-là du témoignage? Tout simplement parce que moi je crois en la contagiosité, c'est-à-dire qu'on a passé l'âge des règles toutes faites, il faut, on doit, il y a qu'à. Vous savez, c'est comme les bonnes résolutions de début d'année où on se dit bon allez j'y vais, sauf que ça parle au mental, c'est pour ça que ça ne tient en général que 15 jours. Et moi ce qui m'intéresse c'est de parler au cœur et aux tripes, parce que c'est là où finalement il peut y avoir cette flamme intérieure qui s'éveille jusqu'alors en jachère pour finalement nous inscrire dans une dynamique d'action. Et souvent, je trouve que aussi dans cette dynamique de développement personnel dans laquelle on est beaucoup aujourd'hui, je trouve que parfois on reste un peu autour de sa petite personne et il y a un moment finalement, on tourne autour sans vraiment être au cœur du sujet. Et je trouve que souvent le parcours des autres est toujours très inspirant pour nous-mêmes. Il y a évidemment ce que l'on est, puis il y a toutes ces personnes qui sont des sources d'inspiration et qui peuvent nous permettre finalement d'affiner aussi notre personnalité. Et puis en tant que journaliste, moi je ne crois pas au dogmatisme, c'est-à-dire je ne crois pas à une personne toute faite qui serait déjà tout sur la vie. La vie est tellement subtile, nos parcours sont tellement tous singuliers. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des parcours différents, des personnalités différentes, des tonalités différentes, des sensibilités différentes pour que chacune puisse aller puiser ce dont il a envie d'intégrer au cœur de son parcours d'une certaine manière, parce qu'on est aussi très content d'une part de nous-mêmes, puis parfois on est insatisfait d'une autre part. Et finalement, je trouve que c'est toujours bien d'offrir un horizon possible. Et j'ai voulu aussi parler de ces parcours de vie parce que je trouve que souvent on trouve de formidables alibis pour
ne pas passer nous-mêmes à l'action. J'ai appelé le mental fournisseur officiel d'alibi. On a une capacité à se trouver des alibis pour ne pas se mettre en action. On a une imagination débordante. Et ces parcours de vie qui sont parfois pour certains d'entre eux, extrêmes, nous prouvent aussi à quel point nos alibis sont vraiment mineurs et ne sont pas justifiés au cœur de cette trajectoire. Alors, il y a beaucoup de personnalités évidemment connues et certaines qui le sont moins, mais dont le parcours est tellement caractéristique et tellement exemplaire qu'il nous renvoie finalement parfois à notre tiédeur. Je prends le cas par exemple de Nicole Castioni qui aujourd'hui est présidente du tribunal criminel à Genève, qui est l'équivalent de la cour d'assises en France, et qui avant a été pendant 5 ans au cœur de sa jeunesse prostituée et qui aujourd'hui est devenue finalement une femme au parcours émérite qui a su finalement aller réparer son propre parcours. Il faut vraiment rentrer dans son histoire pour comprendre pourquoi à un moment il y a cette forme de dérive et comment à un moment elle arrive à reprendre le fil de sa vie. Et ce cas évidemment un des cas extrêmes du livre, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et qui évidemment vont faire plus écho à notre parcours, mais c'est pour montrer à quel point nos alibis sont parfois, mais comme je le disais, mineurs et comment tout est possible au-delà de ce qu'on imagine. Je dis souvent que la vie a plus d'imagination pour nous-mêmes que nous-mêmes, mais finalement c'est tellement juste de voir d'où quelle est notre capacité à nous transcender, à rebattre les cartes, à changer la donne, à transformer ce qui est pour autre chose. Et évidemment, ça demande à un moment de faire un choix pour revenir au cœur de votre sujet. Il y a 2 mots qui, je pense, sont les plus simples de la langue française, c'est oui et non, et qui sont souvent les plus difficiles à prononcer parce qu'ils nous engagent. Ils nous engagent et aujourd'hui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de peur. On a beaucoup de peur et que la peur, malheureusement, c'est notre pire ennemi puisque la peur nous empêche de nous élever. On négocie avec la vie, on a peur de dire oui, on a peur de dire non, donc on reste dans une tiédeur. C'est comme si on avait perdu l'idée qu'il y a une part de risque au cœur de la vie et cette crise sanitaire nous le rappelle. C'est comme si on avait peur de la mort, sauf que ça fait partie aussi de la vie. Donc, on ne peut pas faire de grandes réalisations sans un moment une prise de risque. Et le choix est une prise de risque, de réussir comme de se tromper. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas l'idée d'erreur. Je crois qu'il n'y a que des expériences dans la vie et que les choix que l'on engage, même si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on avait imaginé pour nous-mêmes, ils viennent finalement, ces moments délicats qui sont des expériences, viennent positivement nous permettre de réajuster notre trajectoire. Et c'est en ça que je me suis intéressée à ces parcours de personnalité parce que on voit toujours le versant sud de leur parcours, c'est-à-dire le côté lumineux, la réussite, la réalisation. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est le versant nord, c'est-à-dire tout le cheminement qui précède notre réalisation. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que ça vient du jour au lendemain. Il y a un cheminement, il y a un parcours. Et d'ailleurs, c'est ce parcours qui est magnifique à vivre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint finalement le seuil auquel on aspirait, on s'aperçoit que le cheminement a été finalement le moment le plus à la fois angoissant, mais sans doute aussi le plus exaltant de notre parcours. Justement, vous aimez mettre en lumière et partager des parcours de vie de personnes qui sont donc à l'initiative de choix qui sont justes et authentiques pour elles-mêmes et des personnes qui ont construit leur parcours à partir de leurs envies et non pas sur le terreau de leur peur, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que justement, il y a un point commun entre tous ces parcours-là, c'est-à-dire un déclic et surtout, quelle définition vous avez réussi à construire en croisant l'ensemble de ces parcours, de ce qu'est le fameux déclic? Eh bien, vous savez, je crois que quand une idée est juste, même quand on a l'écriture d'un livre, on m'avait dit Charlotte, quand on a l'idée d'un livre, si on l'a vraiment intégré en soi, on doit pouvoir résumer notre livre en une phrase. Et souvent, dans les interviews que j'ai pu donner, souvent on m'a dit, voilà, si vous deviez résumer en une phrase le déclic, ce serait quoi? Eh bien, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur.
C'est ce que l'on a partagé précédemment et je crois que c'est vraiment ça. Il y a différents leviers au déclic, hein, comme vous le disiez, ça peut être une conviction, ça peut être une envie, ça peut être l'enthousiasme de renouer avec quelque chose qui nous est cher, puis ça peut être aussi l'insatisfaction. Moi, je dis un grand oui à l'insatisfaction parce que l'insatisfaction crée l'action. Donc, ça peut être en effet un moteur actif guidé par une démarche optimale d'engagement positif. Puis ça peut être à un moment, on est tellement dans une situation inconfortable, d'insatisfaction, de frustration, qu'à un moment, il va y avoir en nous comme un instinct de survie finalement. Hein. C'est aussi ça, l'instinct de survie, qui à un moment va nous faire nous déployer. C'est vraiment ça. Et finalement, va nous permettre de passer de l'intention à l'action et d'oser faire ce qu'on n'a jamais osé faire pour soi-même et de s'autoriser ce à quoi on n'aurait jamais pensé pour nous-mêmes. C'est qu'à un moment, il y a cette soif de vie qui est plus forte. On est dans une tiédeur. C'est ce que je dis souvent, vous savez, dans la vie, il y a un curseur. Il y a d'un côté la liberté, de l'autre la sécurité. Alors la sécurité, évidemment, elle est très rassurante, sauf qu'elle n'est pas très enthousiasmante et elle n'est pas très nourrissante. Et d'un côté, il y a la liberté qui est évidemment exaltante, mais qui parfois manque aussi d'ancrage. Et finalement, tout l'enjeu d'une vie, c'est de savoir naviguer entre ces deux pôles et en fonction des circonstances auxquelles on est confronté. C'est-à-dire qu'on a à la fois même besoin de sécurité, mais attention de ne pas s'enfermer dans cette sécurité qui est rassurante et qui n'est pas très enthousiasmante. Et c'est en ça que parfois il y a aujourd'hui, moi qui travaille beaucoup dans le monde aussi de l'entreprise, je m'aperçois à quel point aussi finalement cette sécurité propre aux gens qui appartiennent à des entreprises, parfois me dis-je, voilà, je suis dans une prison dorée qui m'asphyxie, c'est-à-dire que tout ce qui nous protège en vient un temps à nous asphyxier. Et c'est au moment, c'est-à-dire qu'il y a la phase où il faut accepter en effet qu'on ait besoin d'être rassuré, et il y a un moment où il nous appartient de prendre notre envol. Et c'est au moment où on est asphyxié qu'il faut véritablement rebondir, parce qu'il y a un moment, malheureusement, où l'asphyxie est trop forte pour reprendre son élan, parce que l'énergie vitale n'est finalement plus présente en nous. Et c'est là où finalement ça devient plus difficile, parce qu'on va développer des maladies, parce que il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas en cohérence en nous. Et je me souviens, parmi les personnalités que j'ai rencontrées, il y a Clara Guémard, qui est une grande chef d'entreprise et qui revient sur cette notion de choix et qui a eu un parcours d'étudiante exemplaire, Sciences Po, l'ENA. Et elle me dit, vous voyez, Charlotte, quand je suis sortie de mes études, avec mon mari, on avait comme ambition de rejoindre un pays en voie de développement. On voulait partir en Égypte. Et là, tout le monde nous avait dit, mais surtout pas, on va tous vous oublier. Quand on sort de Sciences Po et de l'ENA, on va à Bruxelles, on va à Washington, on va pas dans un pays en voie de développement. Et elle m'a dit, vous savez, Charlotte, quand on est confronté au rond-point de la vie qui nous incite à faire un choix, il y a le choix bien et le choix juste. Le choix bien, c'est finalement celui qui est conforté par la validation collective et qui flatte notre ego, d'aller vers la lumière de ce qu'on imagine être pour nous. Puis il y a le choix juste, celui qui relève de l'intime et qui est dans l'alignement de nos convictions les plus intimes, les désirs les plus profonds. Et elle me dit, vous voyez, avec le recul de mon expérience et quand on connaît aujourd'hui son parcours professionnel, elle me dit, je crois qu'on ne fait jamais d'erreur quand on fait le choix du cœur, quand on fait le choix le choix du cœur, le choix des tripes, on sent qu'il y a quelque chose en nous il y a une chaleur intérieure qui nous fait dire qu'on est dans quelque chose de juste pour nous et pas forcément de bien pour les autres, tel que les autres l'imaginent pour nous. Et à travers cette belle expérience de cette construction, au-delà de l'écriture du livre, du parcours de réalisation de ce livre-là, qu'est-ce que vous choisissez de retenir de cette aventure ? Moi, je retiendrai, mais vraiment que tout est possible. Et je vais vous dire, même au-delà des parcours de vie, parce que souvent on me dit, mais combien de temps vous avez mis pour écrire le livre? Comment ça s'est passé? Est-ce que des personnalités vous ont dit non? Est-ce que certaines vous ont dit oui, etc. J'ai eu finalement celle que je voulais. Et il y a une personne que j'ai eu du mal à avoir. Je donne toujours cet exemple parce que je crois vraiment à la persévérance. La persévérance, je dis souvent que c'est l'équation de la confiance plus la patience. Et je voulais absolument avoir
une représentation intergénérationnelle dans ce livre. Donc, je voulais avoir, parmi les personnes que j'apprécie parce qu'elles sont engagées, je voulais avoir Zaz. Zaz, qui est une femme très engagée, et donc je suis passée au démarrage de manière très classique via la maison de production musicale, et, et plusieurs fois le producteur me disait oh, ça pourrait être un sujet qui pourrait l'intéresser, je reviens vers vous Charlotte, je reviens vers vous. Tout ça a duré 2 mois et demi. Ah, mais Charlotte, je n'ai pas encore de réponse, elle fait des tournées, etc. Et il y a un moment où j'ai décidé de faire autrement. Et j'ai décidé de chercher une adresse, peut-être en me rapprochant plus de sa sphère personnelle que professionnelle. Et j'ai décidé de faire un petit courrier par voie postale. Alors que tout fonctionne aujourd'hui de manière, voilà, on dit oh non, il faut envoyer des mails à la maison musicale, bon, etc., etc. Et là, j'ai décidé de faire autrement, de prendre une enveloppe, un timbre, d'écrire mon courrier. Et en 2 jours, j'ai eu une réponse de son assistante vraiment qui lui est personnelle, on va dire. J'ai eu en 2 jours la réponse que je n'ai pas eue en 2 mois et demi. Donc, vous voyez, ce que je retiendrai, c'est que quand on croit en quelque chose, il faut avoir une conviction beaucoup plus forte que ce qui doit être d'une certaine manière. C'est-à-dire que souvent, vous voyez, il y a l'entourage, il y a ce qui est convenu, ce qui doit être fait, de quelle manière ce doit être fait. Il y a l'entourage aussi qui vous incite à prendre une voie plutôt qu'une autre. Et je crois qu'à un moment, il faut partir seul dans sa propre trajectoire parce que les autres aussi vous reprochent finalement la liberté qu'ils n'osent pas prendre pour eux-mêmes ou l'audace qu'ils n'osent pas avoir pour eux-mêmes. Et je trouve que, vous voyez, cet exemple est vraiment une illustration. C'est-à-dire que voilà, parfois, on vous dit, bah non, il faut agir de cette manière-là. Et un jour, vous décidez, bah, la porte est bloquée. En tout cas, elle s'ouvre, mais elle n'est pas, l'issue n'est pas celle que l'on convoite. Et il y a un moment, bah, il faut peut-être changer d'axe. Et j'aime beaucoup cette illustration aussi au travers de cet animal, c'est Thierry Marx qui est également dans le livre, qui donne l'exemple de la libellule. Et la libellule est un animal extraordinaire. Il me dit, vous savez, il y a un grand maître en art martial qui avait pris pour son armoirie la libellule. Et tout le monde était surpris parce qu'on s'imagine quand même pour un maître en art martial, on imagine plutôt prendre des animaux comme le tigre, parce que la libellule paraît un animal plutôt frêle et fragile. Sauf que la libellule a ce talent de ne jamais renoncer, en tout cas, de ne jamais faire marche arrière. C'est-à-dire que quand elle est confrontée à l'obstacle, elle change d'axe cognitif, c'est-à-dire qu'elle passe de haut en bas, de droite à gauche. Et c'est ce que je retiendrai de ce livre, c'est que finalement, quand on a une idée, c'est d'y aller, d'utiliser plusieurs voies possibles. Alors après, parfois les choses nous stoppent. Peut-être parce que c'est peut-être pas la trajectoire qui est la plus juste pour nous. Mais en tout cas, de ne pas renoncer au premier non. Et quand j'écrivais le livre, il y a Claude Lelouch qui était le président de la cérémonie des Césars et qui avait commencé son discours de manière très classique par des remerciements, sauf cette année avec quelques nuances. Il avait commencé en disant « J'aimerais remercier tous les distributeurs, tous les producteurs, tous les techniciens, tous les artistes et acteurs qui m'ont dit non. Ça m'a permis de rencontrer tous ceux qui m'ont dit oui. » Et je trouve ça extraordinaire. C'est que parfois, comme je le disais, les choses ne se passent pas comme prévu, mais elles se passent encore mieux. Voilà. Et l'exemple que je donnais avec Zaz, ben voilà, en 2 jours, j'ai eu une réponse positive alors que ça a traîné parce qu'il y avait 36 intermédiaires et qu'à un moment, ça bloquait. Donc, comme la libellule, j'ai décidé d'utiliser une autre voie. Voilà. Et je crois qu'avant de renoncer, il faut accepter avec humilité, peut-être d'envisager d'autres voies avant de renoncer au choix qui est le nôtre. Et quel cadeau vous a réservé cette aventure d'écriture de ce livre? Cadeau auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous a permis d'apprendre quelque chose sur vous? Alors, c'est une question formidable que vous me posez là, Oriane, parce que je le dis souvent, c'est-à-dire qu'évidemment, le livre a eu une très belle couverture médiatique, il a très bien marché, une maison d'édition s'est présentée pour racheter les droits du livre pour une sortie en livre de poche. Donc tout ça, c'est en effet l'accomplissement, on va dire, visible. Mais je crois que la très belle réalisation pour moi, c'est de m'être aimé suffisamment pour aller au bout de cette aventure. C'est-à-dire que jusqu'avant
jusqu'à écrire ce livre, j'accompagnais beaucoup les projets des autres. C'est-à-dire que j'étais sollicitée pour accompagner les projets des autres. Et évidemment, j'essayais de les accompagner de manière optimale avec l'enthousiasme qui est le mien pour avoir certainement dans le retour et dans le regard des autres finalement une belle image de moi-même. Et c'est tout à fait normal, ça fait partie d'un processus d'évolution naturelle. D'abord, on a besoin de la confirmation des autres avant de l'avoir comme une conviction personnelle par soi-même. Et un jour, j'étais sur une émission sur France 5, la quotidienne, et un jour, j'ai eu envie d'exprimer autre chose de moi-même, finalement, au travers de ce livre. Et ce qu'il m'a manqué ces dernières années, c'est finalement du temps. Et pour écrire un livre, il faut du temps, il faut une vraie disponibilité d'esprit. Et comme dit très bien Steve Jobs, si vous ne travaillez pas sur vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler sur les siens. Et à ce moment de mon histoire, j'ai eu envie finalement de porter un projet pour moi-même, par moi-même. Et j'ai eu envie finalement, et ce que m'a révélé ce livre, je me suis dit, mais si Charlotte, tu as autant d'énergie et d'enthousiasme à accompagner les projets des autres, tu dois aussi en trouver et donc se trouver surtout suffisamment d'amour pour toi-même pour aller au bout de ton projet, sans être validé par le regard d'un autre, puisque quand on écrit un livre, moi c'était mon premier livre, on n'a pas encore de contact avec les maisons d'édition reçoivent tellement euh, de livres qui sont déjà écrits, qui sont en voie peut-être d'édition possible, probable. Et finalement, tout s'est passé avec fluidité. Je me suis, comme je dis, le déclic, c'est-à-dire que le déclic, il dépend de nous, le premier pas que l'on engage. Et finalement, j'avais pas encore trouvé de maison d'édition. J'ai voulu commencer de manière très active le livre en me disant, voilà, j'y crois, j'ai envie. Et au moment où il sera bien engagé, là, j'irai le proposer à une maison d'édition pour accompagner la suite de mon aventure. Et comme je prends souvent cette image, j'étais toute seule en écrivant ce livre. C'est comme si j'avais été toute seule à un moment dans la forêt, à pédaler toute seule. Puis au moment où j'ai commencé à chercher une maison d'édition, j'ai commencé à lancer des appels. Et là, dans cette forêt où j'étais pour le moment toute seule, j'ai commencé à entendre des échos. Et j'ai entendu beaucoup de maisons d'édition qui étaient très sensibles à ma démarche, qui étaient très sensibles à la ligne éditoriale du livre. Et là, ça m'a encouragée encore davantage parce que je me suis dit, il y a de l'écho, ça veut dire que je suis certainement sur une trajectoire plutôt juste. Et ensuite, je m'étais dit, voilà, je m'étais donné une deadline en me disant, il faut que je trouve une maison d'édition avant la fin de ce mois. Et là, j'ai rencontré des maisons d'édition et les choses se sont faites avec fluidité. Puis après, quand j'ai rencontré la maison d'édition avec laquelle j'ai signé, on m'a donné une date butoir pour la sortie du livre. Et là, c'est comme si tout d'un coup, sur ce vélo, je m'étais sentie en tandem avec mon éditrice qui m'a accompagnée à un moment. Et, euh, et voilà, l'aventure, finalement, si je vais l'imager de cette manière-là, ce serait ça. Et quelle belle aventure. Voilà, il y a la finalité, le livre, la promotion du livre, ensuite la sortie en livre de poche. Mais finalement, le cheminement qui m'a fait aboutir à ce livre m'a beaucoup plus appris sur moi-même que la finalité du livre. Mais en tout cas, voilà, ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'est d'avoir eu le retour des lecteurs qui m'ont dit, mais voilà, je suis à un moment stratégique de ma vie et ce livre m'a aidé, voilà, à m'engager, à faire ce choix. Et ça, c'est vraiment ce à quoi je me raccrochais au moment de l'écriture de mon livre. Je me disais, mais si ces parcours de vie peuvent aller peut-être réorienter, accompagner la trajectoire d'une vie et permettre d'offrir un tremplin pour rebondir plus fort, plus déterminé, mais là, j'aurais réussi finalement mon pari. Et c'est vraiment le retour que j'ai eu. Donc vraiment, pour moi, c'est une grande satisfaction d'avoir à la fois nourri finalement la personne que je suis, en même temps d'avoir pu aussi en faire profiter finalement les lecteurs. Et c'est ça la grande satisfaction, c'est à la fois d'être nourri soi-même pour mieux nourrir les autres. Et c'est ça qui est formidable quand la rencontre se fait, la rencontre avec soi-même, avec l'autre, c'est quelque chose de magique. Et ce que j'entends, c'est que ça rend aussi de plus en plus possible et même intéressant d'aller de plus en plus vers des choix qui sont authentiques, c'est-à-dire, comme vous le disiez, qui résonnent pour soi, qui sont justes pour soi, qui sont alignés. Quand on s'aperçoit qu'en plus, en face, au-delà du fait de nous nourrir, ça vient faire écho et donner la possibilité aux autres de picorer
les éléments qui viennent répondre à leurs questions du moment pour leur donner l'envie de déployer leurs ailes encore plus avant. C'est ce que je comprends aussi de ce que j'entends de votre parcours. Exactement, c'est finalement la politique des petits pas, c'est-à-dire que parfois je fais attention parce que ce discours peut-être pour des personnes qui sont à un moment peut-être où elles auraient besoin plus de sécurité, plus de discours. C'est vrai que moi j'ai un discours, je prône les vertus de l'action, je crois évidemment à l'action, c'est-à-dire que rien ne se fait sans nous. On voudrait tellement parfois avoir le mail, l'appel téléphonique qui pourrait, ou la rencontre qui pourrait changer notre vie, mais je crois que encore, j'y reviens, nous sommes toujours premiers pourvoyeurs de notre trajectoire. Et je sais que parfois, on a besoin d'être accompagné, mais je me méfie toujours. Vous savez, une fois, un psychothérapeute que j'avais reçu dans une émission m'avait dit, vous savez, Charlotte, méfiez-vous de l'espoir. Dans espoir, il y a poire. Et je crois que, en effet, parfois, attention à l'espérance, attention à l'assistance, parce que tout ça nous place dans une posture d'impossibilité, comme si nous étions incapables d'aller finalement décrocher notre propre victoire. Donc, il ne s'agit pas, en effet, de se mettre en action, en balayant tout sur notre passage, mais en tout cas, d'être dans une politique des petits pas, c'est-à-dire que pour ceux et celles qui sont dans un moment où elles sont finalement au cœur d'un deuil, où elles ont plus besoin de douceur, de sécurité. Et parfois, il est difficile de se mettre en action. Mais je crois qu'il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on a besoin, en effet, de se sentir, comme on dit, sécure. Et il y a un moment où il ne faudra pas être dupe, il faudra en effet passer à l'action. Parce que finalement, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire que le déclic dépend de nous et ensuite il va y avoir des opportunités, des synchronicités, mais il y a au démarrage, dans cette notion des choix, il y a la notion de courage qui est inévitable pour en effet que les choses après nous accompagnent. Voilà, il y a après l'élément moteur qui va nous accompagner, mais au démarrage, c'est nous-mêmes qui faisons ce pas et il ne faut pas en être dupe, même si on est dans une phase plus délicate de notre vie, comme on traverse tous, voilà, tout simplement. Mais il ne faudra pas être dupe que, voilà, il y a un moment, il faut savoir passer à l'action parce que c'est inévitable. Avec ou sans nous, la vie continue, donc autant que ce soit avec nous. C'est-à-dire que la vie, elle nous attend. Donc, elle nous laisse un petit moment de répit et de repos parce qu'il y a des circonstances dans la vie où on en a besoin pour se régénérer, pour se revitaliser. Mais il y a un moment où il faudra repartir avec son bâton de pèlerin parce que la vie, elle nous attend et que, c'est ce que je dis souvent, on a tous une raison d'être. Si on s'est incarné au cœur de cette existence, c'est qu'on a une raison d'être. Et c'est à nous d'aller la découvrir. Voilà. Et pour la découvrir, comme vous le disiez, eh bien, il faut aussi être authentique avec soi-même. Il faut déjà se connaître pour savoir dans quelle direction on a envie d'aller finalement se découvrir aussi. C'est le cheminement de toute une vie, donc on a le temps pour ça et c'est pour ça qu'il faut accepter les moments de grâce, les moments de facilité, les moments de bonheur et accepter aussi avec simplicité les moments de fébrilité, comme disait Jean d'Ormesson, merci pour les roses et merci pour les épines. Parce que ce sont aussi les épines qui nous ont aussi appris énormément de choses. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus qui dit « c'est au cœur de l'hiver que j'ai découvert que j'avais en moi un invincible été ». Donc, merci à l'hiver, merci à ces moments qui ont été délicats, qui ont été difficiles, mais qui ont été des apprentissages et des enseignements extraordinaires pour la poursuite de notre cheminement. Et j'ai lu une phrase de vous que j'ai trouvée très belle. Ne pas expérimenter ses ressources, c'est habiter dans une hutte alors qu'on possède tous un palais. Comment est-ce que vous, Charlotte, vous vous assurez, jour après jour, d'honorer votre palais ? Ben écoutez, moi j'essaye à ma propre échelle de pouvoir garder cette liberté qui est la mienne parce que j'ai été pendant des années en entreprise avec des CDI et aujourd'hui j'ai pris finalement mon autonomie et j'essaye de garder ma liberté parce que c'est ce qui me permet de garder mon sens critique et c'est ce qui permet aussi de garder finalement une certaine forme d'enthousiasme. Et moi, mon objectif, c'est de préserver cette liberté tout en assurant ma sécurité. Parce que je trouve que quand on a la liberté, on garde toujours une certaine forme d'insouciance.
Et l'insouciance, c'est pas quelque chose de négatif, hein. L'insouciance, c'est aussi ce qui nous permet à un moment d'oser. Et je trouve qu'il y a une certaine fraîcheur, quand on garde notre liberté, on garde en nous une certaine fraîcheur. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, alors évidemment, j'ai donné naissance à un petit garçon il n'y a pas très longtemps, donc je me suis beaucoup consacrée à l'engager lui-même dans ses premiers pas de vie. Donc moi-même, je reballe les cartes et évidemment, cette trajectoire qui est la mienne là, au début, pour la rentrée de septembre est une trajectoire importante pour moi, pour repartir aussi autrement, différemment. J'ai offert bien 2 années à ce petit garçon, voilà, entre voilà la fin de la grossesse et ensuite sa naissance et ses premiers pas dans la vie. Et maintenant, évidemment, il faut que je reprenne le fil de ma propre trajectoire. Mais vraiment, mon objectif, c'est de garder ma liberté et surtout d'être à l'écoute de mon environnement pour pouvoir finalement répondre aux besoins de l'époque qui est la mienne. Et je pense que quand on est à l'écoute de son environnement, c'est là où on peut proposer ce qui est juste. Donc, j'essaye de rester à l'écoute de mon époque pour pouvoir être en cohérence avec elle. Voilà, mais vraiment, moi, je souhaite, c'est peut-être l'énergie de l'instant après ces 2 mois de confinement. Je souhaite vraiment qu'on redonne de la souplesse, de la flexibilité, qu'on permette aux gens d'entreprendre, d'initier, parce que je considère qu'on a tous un potentiel extraordinaire et que pour l'exprimer, il faut permettre aussi aux gens d'avoir un peu de flexibilité et leur permettre le droit à l'erreur. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes ont du mal à s'engager parce qu'elles ont peur du regard des autres, elles ont peur de l'échec, elles ont peur de l'erreur, elles ont peur de ne pas être à la hauteur. Et je trouve que de donner un peu de flexibilité, ça permet aussi d'apporter un peu de l'oxygène à notre vie et d'oser des choses. Comme je dis souvent, ça marche, ça marche pas, ça n'est pas grave, la trajectoire continue. Il y a toujours un enseignement à tirer de nos expériences, même celles qui n'ont pas abouti à ce qu'on imaginait pour nous-mêmes. Donc vraiment, moi, je souhaite de la souplesse, de la flexibilité et surtout, voilà, parce qu'en sortant de ces 2 mois de confinement, je souhaite que parce que tout dépend aussi d'une énergie collective, on ne peut pas tout faire soi-même, mais moi, je souhaite vraiment, c'est que on ait une envie plus forte que la peur. Voilà. Là, je vois un peu autour de nous, malheureusement, je crois qu'il va y avoir une France à 2 vitesses. Les gens qui sont dans la peur et qui vont rester figés et sclérosés, et j'espère d'ailleurs qu'ils iront l'année du déclic, et ceux qui ont tellement envie d'y repartir, qui ont tellement envie de reprendre leur élan. Quand on voit, et souvent ceux qui veulent reprendre leur élan, ce sont souvent les indépendants. Là, quand je voyais ce coiffeur qui a ouvert à minuit le jour du déconfinement, il dit mais j'ai eu un client à l'heure parce que les gens viennent pas à 2h, 3h du matin, mais il disait j'avais envie de me remettre dans la dynamique de la vie. Voilà. Donc là, pendant 2 mois, on a assez parlé de mort. Je crois que parfois les gens ont plus peur finalement de la vie que de la mort, parce que c'est aussi une prise de risque de vivre. Hein. Quand on vit, c'est prendre le risque, en effet, que les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est pas grave. Ça fait partie de la belle aventure qu'est la vie. Donc c'est vraiment ça, c'est retrouver l'élan, retrouver la flamme. Et je trouvais extraordinaire ce coiffeur qui dit j'avais juste envie d'être là pour être au cœur de l'action. J'avais envie de me remettre en action, j'avais envie de me sentir en vie. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est des choses vivifiantes. Voilà, et je souhaite que les entreprises ne soient pas dans quelque chose de lié à la peur, lié aux crises économiques. Là, je commence à en entendre parler puisque les grandes entreprises, voilà, je travaille avec elles. Voilà, j'espère qu'elles vont injecter une énergie qui va permettre aux hommes et aux femmes qui travaillent pour elles de déployer leur capital. Leur capital. Oui, il s'agit de retrouver une perspective, une ligne d'horizon et de retrouver une manière, notre recette individuelle et collective pour remettre de l'oxygène, reprendre un grand bol d'air dans cette nouvelle étape de notre aventure individuelle et collective. Exactement, l'oxygène, c'est vraiment ce dont on a besoin dans nos vies. Comme je disais, voilà, tout ce qui nous protège en vient un moment à nous asphyxier. Et c'est au moment où on sent que la situation devient inconfortable, qu'on commence à perdre notre énergie vitale, qu'il faut là se poser les questions et les bonnes questions et finalement se rappeler. C'est pour ça aussi que j'ai interviewé toutes ces personnalités qui sont dans le livre, parce que j'ai voulu, pourquoi des personnalités? Parce que j'ai voulu finalement rappeler à tous qu'on est tous à l'école de la vie sans exception.
Alors après, avec des expériences différentes selon notre parcours de vie, mais tous, on est confrontés à un moment, à des situations qui vont certainement nous bousculer, mais qui vont surtout servir notre trajectoire beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc, il faut aussi savoir les accueillir avec douceur et bienveillance, parce qu'elles font aussi partie de notre parcours. Et je vois que toutes ces personnalités qui, à un moment, soit étaient sur la voie de la consécration et elles ont été confrontées au grain de sable qui vient enrayer la mécanique, et bien toutes, à un moment, ces situations délicates ont été leur tremplin pour rebondir au-delà de leurs espérances. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour conclure, Charlotte, quand vous faites un choix, j'ai entendu que vous veillez à faire des choix les plus justes possibles pour vous. Est-ce qu'il y a un critère que vous veillez à questionner avant de faire un choix important? Alors moi, je suis assez intuitive. Donc là, tout de suite, je me connecte au mental en me disant, est-ce que je me pose des questions En fin de compte, je ne me pose pas de questions parce que c'est comme si j'étais intuitivement appelée à. Donc, c'est vrai que là, je n'arrive pas à me dire, est-ce que je me pose des questions Votre critère, c'est votre intuition. J'y vais, je me mets dans l'action parce que je sens que… et alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi. J'adore titiller la chance. J'adore essayer, c'est-à-dire c'est ce que je dis à force, je devrais être sponsorisée par Jardiland. J'adore semer des graines. Non mais c'est vrai, je devrais être sponsorisée, c'est-à-dire que j'adore essayer des choses, tester, et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent, la vie est un laboratoire, on est là pour tester et essayer. Donc j'adore titiller la chance, essayer même des choses un peu improbables, un peu folles. Vous voyez, c'est la même chose quand on cherche une maison, un appartement, on a toujours au démarrage plein de critères. Puis après, on va sur des critères essentiels qui pour nous sont non négociables, on va dire. Et ben, c'est la même chose. Au démarrage, j'ai toujours de grandes ambitions. J'essaye des choses. Et d'ailleurs, vraiment, ça m'a révélé que parfois, vous savez, on se limite alors qu'on s'aperçoit, c'est que la vie, elle nous attend, mais au-delà de nos limites, c'est incroyable. Donc j'adore, oui, j'aime bien c'est ce que je dis, vous savez, en sortant du confinement, parce que c'est vrai que pour les indépendants, c'est pas évident, hein, voilà, parce que moi, tout a été annulé depuis ce confinement et tout est reporté à la rentrée de septembre, donc tant mieux, je vais avoir une belle rentrée de septembre, mais bon, voilà, en attendant, voilà, c'est ce que je dis, il faut actionner la règle normalement, je parle de la règle des 3 C, mais là, avec le confinement, j'ai rajouté un 4e C. Donc, pour le moment, j'étais sur la règle des 3 C, calme, courage, confiance. Et là, je rajoute chance insolente. Parce qu'après 2 mois de confinement et après cette atmosphère un peu névrosée collective, je me dis là, on a besoin de calme, de courage, de confiance et d'une chance insolente. Et j'aime bien aller titiller la vie. Là, j'y vois une belle grille de choix, l'intuition, voir ce qui vous titille, donner sa chance à l'idée qui vous paraît juste, et puis créer un environnement de calme, de courage et de confiance et de chance pour voir ce qui peut se passer et donner sa chance à votre idée. Ah, mais il y a le facteur chance, c'est important, mais évidemment, il faut soi-même toujours, hein, c'est-à-dire quand je parle du facteur chance, c'est pas attendre que la chance vienne frapper à la porte. Hein. Il faut, comme je dis, quand je dis aller titiller la chance, c'est aussi à un moment se mettre en action pour qu'elle-même prenne, s'engouffre dans l'énergie qu'on a soi-même engagée et impulsée. C'est ça, hein, c'est pas bon bah j'attends, la chance va passer. Ah non, non, non. Je partage avec vous cette belle citation de Coluche qui inaugure justement le livre L'année du déclic et qui dit « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux et celles qui savent les pousser ». Merci beaucoup, Charlotte. Merci de votre temps. Merci de votre confiance et je vous souhaite une belle rentrée de septembre et d'ici là, de profiter de toutes les belles pépites que la vie vous réserve. Merci Oriane, merci à tous et bravo pour votre très belle initiative. Un grand merci à Charlotte pour son temps, sa confiance, son dynamisme chaleureux et son enthousiasme pour ma démarche. Je vous recommande chaudement la lecture de son livre L'année du déclic et si c'était la vôtre, qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les trajectoires de vie de plusieurs personnalités inspirantes. En cette période où les questionnements individuels et collectifs foisonnent,
et où la recherche de sens est au cœur des réflexions de nombreuses personnes, il me semble utile et fertile de s'inspirer de parcours variés, d'ouvrir le champ des possibles et de découvrir en creux ou en volume ce qui résonne le plus pour nous et que nous aimerions tester, transposer, transférer dans notre propre parcours. C'est l'intention que je pose en vous proposant les conversations Avez-vous choisi ? Et c'est également ce que Charlotte vous propose à travers les témoignages réunis dans ce livre. Pour plus d'informations sur Charlotte Savreux, son travail, son actualité, direction son site internet charlottesavreux.com. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Qu'avez-vous appris ? Quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Si vous êtes une personne ambitieuse, à la tête bien faite et reconnue pour la qualité de son engagement et ses performances, mais que vous pensez que la vie, ça doit être plus que ça, que vous êtes un peu lassé de ce quotidien agité en surface et que vous aspirez à plus de sens et de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et en coaching de groupe en ligne. Alors si vous êtes à un moment de vie où vous sentez que vous avez envie d'investir en vous pour avancer vers une vie qui vous ressemble davantage, contactez-moi via mon site oriansavoureluca.com afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble en ce sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode et les notes associées sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une des nouveautés de la rentrée. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage par exemple, ou pour me partager vos retours, vos questions et vos avancées, ou pour me suggérer de nouveaux invités pour les conversations Avez-vous choisi, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je n'aime rien tant que les rencontres d'univers et les conversations profondes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?